De la gamelle au bento. Alors, un tableau très rapide tiré à partir des enquêtes de l'INSEE, publié en 2010, montre que les Français passent en gros 2h20 à table, dans à peu près un quart, peut-être un peu moins, à l'extérieur de leur foyer. Alors, ils le font, comme vous le savez, de manière synchronique, montrant un très grand attachement aux 3 repas ou 3 prises alimentaires journalières. Mais ils se sont aussi mis à grignoter un peu plus, ils consomment moins de produits frais, davantage de plats préparés et se font plus souvent livrer leurs repas. D'où, naturellement, la pertinence de notre table ronde, ou l'intérêt brûlant de cette table ronde. Les intervenants participant à cette table présentent toutes les compétences souhaitables pour aborder les questions liées à l'alimentation hors foyer, à en démêler le pourquoi et le comment, à donner de la texture et de la profondeur aux descriptions des incarnés un peu statistiques de l'INSEE. Alors pour ce faire, nous nous sommes permis d'inclure à côté des emblématiques gamelle et bento, la restauration dite collective, à vocation sociale, comme celle commerciale du restaurant classique et du prêt-à-emporter, aussi connu sous le nom de fast-food. Alors cette liste n'est pas un inventaire, mais elle procure quand même déjà une idée de la topographie de l'alimentation hors foyer, de l'offre. Elle oriente notre curiosité, un peu subrepticement, dans 3 directions générales. D'abord, dans le titre de la gamelle, l'expression introduit une dynamique historique, en tous les cas en Europe occidentale, et ce faisant nous renvoie à un couple de notions chères aux sciences sociales, celui des changements pour sûr, mais aussi des continuités que le regard historique, la méthode historique, nous fait découvrir. Au bento, deuxième expression du titre, l'allusion au coffret compartimenté japonais, un mode de transport plus ou moins comparable à la gamelle, d'autant plus que le terme semble aussi connoter ou désigner un plat unique, signale ce phénomène complexe que nous appelons mondialisation et nous engage à nous interroger sur les modalités de l'extension et du transfert de pratiques quotidiennes d'une culture à une autre. En gros, cela pose la question des conditions du métissage. Et à côté de ces dimensions temporelles et spatiales, la superposition bento-gamelle ouvre l'espace social car la similarité du support matériel du repas à emporter ou emporter ne doit pas nous dissimuler qu'il s'agit ici d'une pratique socialement différenciée. La gamelle évoquant l'univers ouvrier plutôt et aussi militaire, alors que pour nous, en tous les cas, la boîte bento suggère plutôt les classes professionnelles jusqu'aux bobos, ceux, en tous les cas, dotés de moyens à la fois financiers et culturels pour s'offrir un repas toujours quelque peu exotique chez nous. Alors, on peut bien sûr rendre ces dimensions plus complexes en changeant d'échelle du macro au micro. On peut, je l'ai dit, mettre en concurrence le casse-croûte préparé à la maison, mais emporté sur le lieu de travail, avec la restauration et tout le secteur de l'alimentation à emporter, le street food, comme diraient les anglo-saxons. Ça met en lumière les options des consommateurs et nous dessine une offre plus différenciée. On peut introduire un autre principe d'organisation sociale en faisant attention au genre sexuel. Le repas au restaurant
Sa durée, son contenu distinguent femmes et hommes. Mais même la fabrication de la gamelle, du bento et, soit dit en passant, du sandwich, sa préparation est traditionnellement le travail domestique des femmes pour subvenir aux besoins métaboliques des hommes loin de la maison. Je dis des hommes, mais en fait, une troisième dimension additionnelle concerne les enfants. La gamelle et, je suppose, le bento servent aussi à nourrir les enfants à l'école ou à des écoles qui ne disposent pas de cantine. Ce qui nous rappelle que le recours à l'alimentation hors domicile est une fonction de l'âge, du stade dans le cycle de vie de la personne. Et j'ai mentionné les enfants parce que c'est un marché très convoité, comme le montrent les initiatives aux États-Unis, les initiatives de Kraft Foods, qui dominent ce marché des Lunchables, un marché, une niche de 1,35 milliard de dollars qu'il essaye de monopoliser. Mais, et ça c'est une quatrième dimension additionnelle, ces déjeuners préparés par les géants de l'industrie agroalimentaire suscitent l'ire des autorités de la santé publique, puisqu'ils contiennent, ces repas contiennent apparemment trop de sucre, de matières grasses et de conservateurs. Si bien qu'une entreprise alternative commercialise les Revolution Food Kits Meals, les plateaux repas révolutionnaires, se positionnant ainsi sur le versant, ou se positionnant plutôt plus précisément sur le versant santé des repas à emporter, en mettant en avant la caractéristique bio et des fois même d'approvisionnement à circuit court de leurs produits. Alors l'initiative capitalise, c'est le cas de le dire, sur l'angoisse suscitée par le lien entre l'alimentation hors foyer et l'incidence d'obésité, et plus précisément entre la densité des fast-foods aux États-Unis et le nombre de personnes en surpoids et en obésité. Voilà. Cette liste thématique n'est donc pas exhaustive et sur ce podium, nous avons la chance de voir, et moi j'ai le plaisir de présenter des personnalités expertes pour développer plus en détail les facettes du paysage alimentaire hors foyer et à la fin de répondre à vos interrogations. Alors pour la dimension historique, Stéphane Gacon, qui est le deuxième à votre droite, a bien voulu accepter de nous esquisser ce qui a changé dans cette pratique et ce qui n'est que répétition de l'ancien. Alors Stéphane est historien à l'Université de Bourgogne à Dijon et après s'être distingué avec une étude sur l'amnistie entre la Commune et la guerre d'Algérie, il anime actuellement un groupe de recherche sur le thème « Manger au travail » et dans ce cadre, il organise un grand colloque international qui aura lieu à Dijon en janvier 2014. Pour la dimension économique contemporaine, mais avec une expertise qui a maintenant presque un quart de siècle au compteur, Bernard Boutboul, tout à droite, à votre droite, directeur du cabinet Gira Conseil, est l'homme idoine pour nous présenter un état des lieux de la situation actuelle et montrer les ressorts que mettent en œuvre les acteurs pour garder ou augmenter, pour survivre dans un marché en pleine ébullition. Alors, nous avions prévu d'avoir Simon Ferniaud ici, qui lui a inventé les restaurants ou le concept bocaux. Il n'est pas venu, donc ça laisse plus de temps aux autres intervenants de faire leur présentation, à vous de poser plus de questions. Je le regrette, parce qu'on aurait pu voir ce que font les entrepreneurs qui mettent la main à la pâte pour imposer un nouveau concept.
Mais last but not least, un tout nouveau docteur honoris causa de l'Université de Tours, qui nous vient du Japon, M. Kiyomi Mikuni, nous dessinera l'univers du bento, lui aussi un peu de l'intérieur, car il est, comme vous le savez, un des grands chefs à réputation planétaire actuellement. Ça nous permet donc d'ouvrir la perspective de la comparaison internationale. Alors, l'idée de la table ronde est de permettre aux intervenants de partager un condensé de leur savoir, chacun disposant d'environ un quart d'heure, 15 minutes. Ensuite, vous, l'audience, pourra engager la discussion en posant des questions, des interrogations, en faisant part de vos points de vue. Et mon rôle est en fait tout simple, il s'agit de chronométrer les présentations et d'assurer que tous ceux qui prennent la parole puissent le faire sereinement, mais aussi de manière succincte. Donc je serai assez strict sur la longueur des interventions. Sur ça, je passe le relais à l'historien Stéphane Gacon.